Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention des maladies neurocardiovasculaires. Je vous rappelle avant de débuter que le lien d'inscription pour le replay et le support d'information vous sera transmis après la session par mail. N'hésitez pas à partager d'ailleurs ce lien d'inscription à vos salariés ou à vos collègues. Ce dernier leur permettra de visionner le replay. Pour animer le webinaire d'aujourd'hui, Clémence Aucher et Julie Turpin, infirmières santé-travail. Petit Bonjour. rappel sur les outils, en bas à droite, vous pouvez donc, vous trouverez les différents onglets avec l'onglet chat où vous pouvez donc, interagir, l'onglet questions pour poser vos questions et enfin au cours de ce webinaire, nous testerons vos connaissances via 3 questions. Merci à vous, à ce moment, de vous rendre dans l'onglet sondage et répondre aux questions. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Thomas. Merci Thomas pour la présentation. Donc moi je suis Julie, infirmière en santé au travail. Je vais commencer par vous présenter le plan. Cette présentation elle va se dérouler en 4 parties. D'abord, on va introduire le sujet en vous rappelant brièvement comment fonctionne le système cardiovasculaire et ses différentes maladies. Ensuite, ma collègue Clémence vous parlera des facteurs de risque qui peuvent entraîner ces maladies cardio-neurovasculaires. Après, en troisième partie, c'est le cœur du sujet. On va parler de la prévention de ces maladies et donc comment adopter une hygiène de vie pour les éviter. Et après, on finira par une petite conclusion. Alors, le système cardio-neurovasculaire, il est composé du coup du cœur et ses différents vaisseaux. Il existe 2 types de vaisseaux, les artères que vous pouvez voir en rouge sur le schéma et les veines que vous voyez en bleu. Et donc, ce système, il a pour but d'assurer la circulation du sang pour véhiculer l'oxygène et les nutriments vers nos différentes cellules d'organes. Comme vous pouvez voir, ça peut être le foie, les intestins, les reins, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le cerveau, tout en évacuant les déchets. L'élément principal de ce système, c'est bien sûr le cœur. Le cœur, il a un rôle de pompage du sang qui va permettre de faire circuler le sang dans les différents vaisseaux. Il y a également les poumons qui ont un rôle important dans ce système puisqu'ils permettent de réoxygéner le sang via notre respiration. Donc, les maladies cardio-neurovasculaires, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des troubles qui vont affecter notre cœur et ses vaisseaux. Ça va résulter en fait d'un dépôt de graisse au niveau des parois des artères sous forme de ce qu'on appelle les plaques d'athérome qui vont réduire le débit sanguin de nos artères. Donc là, par exemple, sur les images, on peut voir une artère saine et une artère avec un début de plaque de gras qui commence à se coller au niveau des parois et une artère qui est en train de se boucher. Ces plaques d'athérome, ces maladies, elles peuvent atteindre du coup les différents organes vitaux, comme le cœur. Donc là, dans ces cas-là, on va parler d'infarctus du myocarde, plus communément appelé les crises cardiaques. Ça peut être l'angine de poitrine ou une insuffisance cardiaque. Ça peut atteindre également le cerveau. Donc là, on parle d'un accident vasculaire cérébral. Ça peut atteindre les membres inférieurs sous forme d'artérite ou d'une thrombeuse veineuse. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Clémence pour savoir qui sont concernés par ces maladies. Merci Julie. Alors moi je vais vous aborder quelques chiffres clés. Donc les chiffres qu'on a, les derniers datent de 2018. Les maladies cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. En France, elles ont été, avec les AVC, la principale cause de décès pendant de nombreuses années. Et puis, dernièrement, elles sont passées en fait au 2e rang après les cancers, notamment grâce à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique et surtout de la prévention. Ceci dit, elle reste chez la femme la première cause de mortalité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, puisque c'était les hommes qui avaient le droit à la première place du podium. Et là, on est en train de les détrôner, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. En France, c'est 140 000 morts chaque année, donc ce qui équivaut à 400 morts par jour, c'est énorme. Sachant que en 2021, on a eu 657 000 personnes décédées. Voilà, donc vous voyez le ratio, 650 000 décès, 140 000 à cause de ces maladies.
15 millions de personnes chaque année sont prises en charge par rapport justement à ces maladies, mais également aussi pour le diabète. Et je vous rappelle juste qu'on est à peu près 67,5 millions d'habitants, donc pareil, hein, ça fait un chiffre assez conséquent. Alors, quels sont les facteurs de risque? Il en existe plusieurs, certains sur lesquels on peut agir et puis d'autres pour lesquels on ne peut rien faire. Les facteurs de risque sur lesquels je peux agir, eh bien, ce sont des facteurs de nos consommations ou de nos habitudes de vie, comme le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, la sédentarité, le stress ou le manque de sommeil. Et je ne peux pas agir, bien évidemment, par rapport à mon âge, à mon sexe, au terrain familial ou génétique. Ça, c'est un peu le hasard. Donc, ces facteurs de risque entraînent un premier niveau d'atteinte qui sont l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'obésité. Donc ça, c'est des pathologies dont vous avez probablement régulièrement entendu parler ou dont vous souffrez peut-être. Mais une fois qu'on a ces maladies, le risque secondaire, c'est d'avoir des atteintes d'un deuxième niveau et qui là sont beaucoup plus graves et ont des conséquences beaucoup plus néfastes. Ce sont les maladies cardio-neurovasculaires dont on a un petit peu parlé juste avant, qui sont l'infarctus du myocarde. Je vous rappelle, l'infarctus du myocarde, c'est la crise cardiaque. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, les insuffisances cardiaques, l'artérite, l'angine de Pratt-Whitney. Voilà, tout ça, ça a été évoqué tout à l'heure par Julie. Alors, comment peut-on faire pour réduire ces facteurs de risque cardiovasculaire? Tout simplement, on peut agir sur son mode de vie, sur son hygiène de vie, en faisant des choix plus ou moins pertinents qui permettront d'avoir une bonne santé et de préserver cette santé, de la garder optimale et d'éviter un certain nombre de maladies. Donc, on parle beaucoup des maladies neurocardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est le thème. Tous les conseils qu'on va vous donner sont aussi valables pour un certain nombre d'autres pathologies telles que les cancers. Donc, on va aborder certains points qui sont essentiels, qui sont l'alimentation, le tabac, l'alcool, le sommeil, l'activité physique, le stress, et on va vous expliquer comment les mettre en pratique dans votre quotidien. Donc, avant de commencer sur la partie de l'alimentation, on vous propose de répondre à un petit quiz alimentaire avec les 2 questions. Vous pouvez répondre directement dans l'onglet sondage. Je vais vous lire déjà la première question. Lequel de ces déjeuners est le plus équilibré? La réponse A, salade de pommes de terre, spaghetti bolognaise, gâteau de semoule. Réponse B, carottes râpées, poulet, pâtes, fromage, compote de pommes. Réponse C, saucisson, pizza, glace. Réponse D, soupe de légumes, gratin de courgettes et bananes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez dans l'onglet sondage. En tout cas, vous pouvez répondre. La question 2, c'est quel aliment doit-on retrouver au moins une fois à chaque repas? Un gâteau, de la viande, une crudité, donc c'est-à-dire un fruit ou un légume, ou des œufs. Alors là, je vais regarder. Voir les résultats. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et là, je peux voir les résultats. Ok, donc pour la question 1, 83% des personnes ont répondu la réponse B. Félicitations, c'était la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des aliments qui appartiennent aux différentes familles alimentaires, contrairement par exemple à la réponse D, parce que je vois qu'il y a un petit pourcentage aussi qui a répondu la réponse D. Dans la réponse D, on va retrouver que des légumes. Donc là, si on mange que des légumes, on ne va pas apporter à notre corps tous les nutriments dont il a besoin. Et pour la réponse 2, bon bah là, 100% de bonnes réponses. Effectivement, c'était un fruit ou un légume par repas. Là, on le sait maintenant, on le sait bien. Donc, pour commencer, la première chose à connaître en termes d'alimentation, bah, c'est qu'il existe différentes familles d'aliments. Il en existe 7 qu'on présente dans cette pyramide qui est classée par étage de quantité. Donc, pourquoi une pyramide? Parce que plus on va monter dans les étages, moins on a besoin d'une quantité importante de ces aliments. C'est pourquoi on retrouve les produits sucrés, gras et salés en haut de la pyramide.
C'est pas parce que c'est les plus importants, mais malheureusement, c'est parce qu'on en a besoin en plus petite quantité. Donc, à la base de la pyramide, on retrouve l'eau et les boissons non sucrées. Ça, c'est à consommer sans modération, à volonté. Ensuite, on va avoir les fruits et les légumes, 5 portions par jour. Ils vont nous apporter les fibres et les vitamines dont a besoin notre organisme. Après, on retrouve les céréales 4 fois par jour. Eux, ce sont des sucres lents qui vont nous apporter de l'énergie pour les efforts de longue durée. Les produits laitiers, notamment pour le calcium, à consommer 3 fois par jour. La viande et ses alternatives végétales, type tofu ou steak végétaux. Ça à consommer 1 à 2 fois maximum par jour. Ce sont des sucres lents qui vont nous permettre du coup d'avoir de l'énergie sur les longs efforts également. Les produits sucrés en petite quantité et les produits gras également en petite quantité pour nous apporter, enfin c'est indispensable, mais donc en petite quantité. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il existe différentes familles d'aliments. Il n'existe pas de mauvais aliments, mais seuls les excès en termes de quantité vont être mauvais pour la santé. Donc, concrètement, dans l'assiette, qu'est-ce que ça donne? Comment on peut composer un repas équilibré? Comment cuisiner une assiette équilibrée? Eh bien, on peut se référer à cette assiette santé qui se divise en plusieurs parties. La moitié doit être composée du coup de légumes et d'un fruit. Un quart de cette assiette doit être composée du coup de féculents. Donc, on privilégie plutôt les céréales complètes, type pâtes complets, blé complet, riz complet. Attention au pain. Le pain, c'est un féculent. Donc, si vous voulez prendre un morceau de pain avec votre fromage, par exemple, il va falloir réduire un petit peu la quantité de féculents dans votre assiette. Parce que le pain pareil, on privilégie plutôt un pain complet. Parce que le pain blanc, c'est aussi très sucré. Ensuite, le quart restant, ça va être pour les protéines, viande, poisson, œufs ou protéines végétales. Pour la viande, on essaye de limiter un petit peu la viande rouge parce que c'est une viande qui est très grasse, comme la charcuterie d'ailleurs. Donc, on la recommande maximum 2 fois à la semaine. Sinon, pour la viande, on recommande plutôt des viandes maigres, type volaille, poulet, escalope. Avec tout ça, bien entendu, un petit peu de matière grasse. Là, il ne faut pas hésiter à varier les matières grasses, que ce soit beurre, huile d'olive, huile de coco, huile de colza. Et vous pouvez également rajouter des épices dans votre assiette. Parce qu'il ne faut pas oublier que manger, ça doit rester un plaisir. Donc, les épices, ça permet de relever un petit peu les saveurs. Concernant le sel, on fait attention aussi à sa consommation de sel. On évite de rajouter du sel dans tous les aliments. Avec cette belle assiette, on rajoute un produit laitier et puis l'eau, encore une fois, ça, c'est à volonté. Si, par exemple, vous n'avez pas le temps de cuisiner, parce qu'on n'a pas tous le temps de faire ses gamelles, par exemple, pour le travail, vous pouvez tout à fait vous orienter vers des produits en conserve ou alors des plats préparés. Pour les plats préparés, vous pouvez vous aider du Nutri-Score, que là, on vous a mis en bas à droite. C'est un logo qui est présent sur la plupart des produits et ça va vous aider à faire le point nutritionnel des produits que vous choisissez. Pour le choix des plats préparés, par exemple, vous pouvez comparer plusieurs marques et vous orienter donc vers le plat qui sera le mieux noté. Donc, ça va de A à E avec les couleurs de vert à rouge. Donc, les derniers conseils qu'on peut vous donner en termes d'alimentation, ça va être de maintenir ces 3 repas par jour, d'éviter le grignotage entre les repas parce que l'estomac, il a besoin aussi d'être sur pause, de prendre le temps de manger, ça veut dire couper un petit peu des outils informatiques, couper de l'ordinateur pour le travail notamment, s'asseoir, prendre le temps de manger. Adapter les quantités. Donc là, les quantités, il faut se référer à l'assiette que je vous ai présentée juste avant. Manger varié. Manger varié, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger des aliments des différentes familles et au sein d'une même famille, diversifier les aliments. Utiliser le Nutri-Score, manger des fruits et des légumes de saison. Et encore une fois, si vous ne l'aviez pas compris, boire de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Clémence. Merci, Julie. Alors, l'eau, c'est la vie, le vin, un peu moins. Donc là, on va parler d'un autre type de boisson, l'alcool, en règle générale.
Et pareil, on va refaire un petit sondage. Donc, dans l'onglet sondage, sur la photo que vous voyez, vous avez différents types de verres avec de l'alcool. À votre avis, quel est celui qui contient le plus d'alcool? Donc, je vais vous laisser répondre. Et puis, dans quelques secondes, je vous donne une explication et la réponse. Bon, je crois qu'on est à peu près bon. Alors, majoritairement, vous avez répondu le tout petit verre, le G, qui est le shot de vodka. Eh bien, et certains ont répondu un peu de tout. Oui, c'est ça. Il y en a même qui ont mis tous les verres. Eh bien, la réponse est que chaque verre, là, qui sont devant vous, sont équivalents, en fait. Que ce soit un verre de bière de 25 centilitres, une coupe de champagne, un verre de vin, un verre de pastis, un verre de Porto, un whisky glace ou un shot de vodka, tout ça est équivalent. Ça représente une dose d'alcool. Et dans une dose d'alcool, il y a 10 grammes d'alcool. Donc, par rapport à l'alcool, ce n'est pas interdit, mais il y a quelques conseils qu'on peut vous donner pour essayer de limiter les quantités, puisque ça a des conséquences sur la santé. Donc l'alcool, c'est un apport en sucre qui est très important. Il augmente les triglycérides dans le sang et favorise la formation de plaques d'athérome sur les parois des vaisseaux. Ça, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure en début de webinaire. Donc, ça augmente toutes les maladies, tout le risque de maladies qu'on a évoqué aussi en amont. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un risque de baisse de vigilance et de concentration. Donc, vous augmentez la possibilité d'avoir des accidents de la route, d'avoir aussi également des accidents corporels, puisqu'on peut tout à fait chuter de sa hauteur, se faire extrêmement mal. Et ça augmente les risques de cancer, comme le cancer du foie, du côlon et du sein. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de limiter votre consommation d'alcool, que ce soit dans le cadre personnel ou dans les repas d'affaires. Les repas d'affaires, certains sont commerciaux et sont amenés à rencontrer leurs clients autour d'un restaurant, enfin pendant un repas au restaurant. C'est vrai que boire un verre de vin envoie des signaux positifs. Donc pour signer un contrat, c'est peut-être, ça peut être favorable. Cependant, ce n'est pas une obligation, voire même ça peut être interdit. Je vous conseille de vous référer à votre règlement intérieur, puisque pour certaines entreprises, il est strictement interdit de boire de l'alcool pendant les heures de travail. Donc, limitez cette consommation à la maison et au travail. Maximum 2 verres standards par jour. Les verres standards, c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Hein. Donc, le verre de vin, c'est 10 centilitres. C'est pas plus. Ça, c'est un verre. Donc, 2 verres de vin, ça sera au total 20 centilitres. Et évidemment, pas tous les jours, ce qui veut dire que si vous ne buvez pas le lundi et le mardi, ne vous rattrapez pas sur le mercredi. Puisque ce que l'OMS conseille également, c'est 10 verres maximum par semaine. Voilà, que l'on soit un homme ou une femme, pas plus de 10 verres par semaine. Si vous vous posez des questions sur votre consommation d'alcool, vous avez un petit test qui est accessible sur le site Alcool Info Service. Et puis, vous aurez également tout un tas d'informations et de conseils qui pourront vous être prodigués. Donc, je vous invite à vous y référer. Elle est plutôt bien faite, l'application, et facilement accessible et téléchargeable. Alors, après l'alcool, le tabac. En novembre, c'est le mois sans tabac, donc c'est encore plus une bonne raison d'en parler aujourd'hui. Le tabac contribue à l'accumulation de plaques dans les artères et fait augmenter le risque de caillots. Il réduit également l'apport en oxygène dans le sang, et ce qui fait inutilement travailler le cœur. Alors, je pense que si certains sont fumeurs, vous avez peut-être dû remarquer que quand vous avez une activité physique un peu plus intense, vous êtes vite essoufflé. Donc voilà, ça, c'est une des conséquences du tabac. Ce qu'on dit aussi, c'est que ceux qui fument sont 2 fois plus susceptibles d'avoir ou une crise cardiaque ou un AVC. Et du coup,
2 fois plus susceptibles de mourir. Hein. Donc, c'est des maladies qui sont, si elles ne sont pas prises en charge rapidement, peuvent être très graves et mortelles. Alcool et cigarettes ont un effet apaisant sur le moment, mais les deux induisent des dépendances. Donc, attention, il s'agit de faire, c'est presque même pire que certaines consommations de drogue, puisque ça fait partie, en tout cas pour le tabac, des dépendances les plus importantes qui puissent exister. Donc, ce qu'on vous conseille par rapport au tabac, c'est de faire une diminution progressive du nombre de cigarettes, progressive dans le temps. Il ne s'agit pas d'arrêter de fumer en 15 jours. C'est un petit peu utopique, c'est compliqué et ça risque de mettre les personnes qui fument en stress. Si vous arrivez à arrêter, c'est encore le mieux. Je vous déconseille un arrêt radical du tabac. Certaines personnes y arrivent, mais c'est extrêmement rare. Il vaut mieux pour vous être dans la progression. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, que ce soit votre médecin généraliste ou alors un tabacologue qui est un spécialiste, qui saura trouver le bon traitement adapté à votre mode de vie et aussi à votre profession. Pour certains qui travaillent la nuit, pour certains qui ont des horaires de coupure ou qui font les 3-8, c'est pas forcément l'arrêt du tabac n'est pas forcément évidente et un tabacologue pourra vous aider justement et vous accompagner par rapport à cet arrêt. Et n'hésitez pas non plus à vous référer à l'application Tabac Info Service qui pourra vous permettre de vous coacher. Voilà. Pour ma part, c'est fini. Julie, c'est à toi. Le micro, Julie. Oui, j'ai oublié de réactiver mon micro. Alors, maintenant, on va vous parler de l'activité physique. Pourquoi on vous parle d'activité physique? Parce que c'est un des points essentiels du coup, de l'hygiène de vie. Et parce que, comme on vous l'a dit au début de la présentation, le cœur, c'est un muscle. Et donc, il a besoin d'entraînement. Quand il s'entraîne régulièrement, le cœur, il est plus tonique, plus puissant, plus efficace. Et donc, il remplira mieux sa fonction de pompage. Donc pour ça, il faut limiter sa sédentarité. La sédentarité, c'est le temps qu'on va passer sur une journée en position assise ou allongée en dehors du sommeil. Donc, il est prouvé que le risque d'apparition de maladies, que ce soit cardiovasculaire ou de certains types de cancers, il augmente nettement quand on passe 6 heures ou plus en position sédentaire dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de vous lever minimum toutes les 2 heures. Si on a un poste un peu plus administratif devant l'écran, il faut se lever, il faut marcher, il faut bouger. L'activité physique, donc on la recommande, c'est 30 minutes par jour. L'activité physique, c'est comme je vous dis, c'est simplement le fait de bouger, donc marcher, s'étirer, faire le ménage, faire la cuisine, faire les courses, peu importe, c'est tout simplement avoir son corps en mouvement. Associé à cela, on recommande une activité sportive aussi. Donc là, c'est pratiquer un sport, quel qu'il soit, vélo, natation, fitness, course à pied, minimum 1 heure par semaine. Le sport, vous l'aurez compris, ça va être bénéfique pour votre santé. Ça va être bénéfique aussi pour maintenir une bonne santé, la forme physique. Et en plus, c'est assez efficace sur le moral, parce que quand on fait du sport, on libère de l'endorphine au niveau du cerveau et donc ça crée une sensation de plaisir. Ça peut diminuer certains états de stress, certaines anxiétés. Ça favorise le sommeil également, à condition de ne pas faire du sport juste avant de vous coucher parce que là, ça aura l'effet inverse et ça permet de prévenir d'éventuels états dépressifs. Donc, comment le mettre en pratique dans votre travail? Déjà, si vous avez un travail plutôt sédentaire où on passe beaucoup de temps devant l'écran, ça va être de penser à faire des pauses actives. Les pauses actives, c'est se lever, encore une fois, bouger, marcher, s'étirer. Sur la pause déjeuner, il ne faut pas hésiter aussi à aller prendre l'air. Déjà, ça permet de couper du travail, de respirer un petit peu l'air extérieur et encore une fois, ça permet de bouger. Alterner les postures, donc se lever minimum toutes les 2 heures. Et on essaye de prendre le plus possible les escaliers plutôt que les ascenseurs.
Hop. Alors, maintenant, on va vous parler du sommeil. Pourquoi on vous parle du sommeil? Parce que le manque de sommeil, ça a plusieurs conséquences. Déjà, ça augmente le risque de maladies cardio-neurovasculaires. Ça fait également baisser les défenses immunitaires. Ça peut affecter l'activité musculaire, avec un risque de blessure plus important. Et ça peut altérer également les fonctions psychologiques. Bon, je pense que vous le savez, quand on manque de sommeil, qu'on n'a pas bien dormi, on a plus de mal à se concentrer, on est peut-être un peu moins vigilant. Et malheureusement, sur le long terme, ça peut créer de la déprime, voire des états dépressifs. Donc, les quelques conseils qu'on peut vous donner au sujet du sommeil, ça va être déjà de respecter un rythme régulier, avec des horaires de lever et de coucher qui soient assez stables. Pratiquer une activité physique, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec quand même une vigilance sur le sport juste avant de vous coucher parce que ça va stimuler votre système nerveux, donc ça ne va pas favoriser l'endormissement. C'est pour ça qu'on privilégie plutôt une activité calme le soir, type lecture, relaxation, sophrologie pour favoriser l'endormissement. Une chose importante aussi, c'est d'éviter de sauter les repas. Et de manger plutôt léger le soir, un repas qui sera facile à digérer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la digestion, ça ne favorise pas le sommeil. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait aussi faire des siestes courtes, que ce soit au travail, sur un temps de pause, bien évidemment, ou à la maison. Les siestes courtes, c'est 20 à 30 minutes et ça permet de recharger les batteries, donc de récupérer un cycle de sommeil. Là, bien évidemment aussi, limiter les écrans le soir avant de se coucher parce que les écrans, ça envoie de la lumière bleue, ça va stimuler le système d'éveil, ça ne va pas favoriser non plus l'endormissement. Donc, dans l'idéal, ce serait de déconnecter tous ces outils, tous ces écrans 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Modérer la consommation des excitants, donc ça peut être café, thé, coca. On est vigilant, il ne faut pas prendre le dernier café trop tard dans l'après-midi. Et dernière chose, c'est l'environnement de votre chambre. Déjà, au niveau de la température, on recommande 18 voire 19 degrés maximum parce que quand on dort, déjà, la température corporelle, elle augmente. Donc, on n'a pas besoin de mettre plus chaud dans sa chambre. Et puis, pareil, le choix d'une bonne literie aussi. Donc là, ça va être propre à chacun. Mais c'est évident que quand on est sur un matelas qu'on trouve confortable, on va mieux dormir. Donc, je le rappelle, pour les adultes, on recommande entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Ça, encore une fois, ça va être propre à chacun selon ses besoins. Et par contre, si malgré une bonne hygiène de vie, les troubles du sommeil persistent, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé ou alors même un spécialiste parce que les spécialistes du sommeil, ça existe. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Clémence pour qu'elle puisse finir la présentation. Alors, il y a juste 2 petites questions qui sont apparues, enfin une remarque et une question sur le chat. Il y a une question qui sont sur les risques en cas d'insomnie répétée chez un salarié. Quels sont-ils? Ton micro, Julie. Donc, le risque d'insomnie répétée, donc comme on l'a dit, du coup, le manque de sommeil, ça a un impact sur la santé, donc risque de développer certaines maladies. Il y a un risque d'accident aussi lié aux baisses de la vigilance, baisse de la concentration. Il y a un risque d'attraper plus de maladies, de se blesser. Il y a un risque de... En fait, pour un salarié, si c'est une question, si vous êtes responsable dans un service ou autre, pour un salarié, il y aura beaucoup moins de vigilance, beaucoup moins de concentration. Et puis, une possible irascibilité aussi, donc avec quelqu'un qui sera plus nerveux, plus stressé. Voilà, plus irritable. Voilà. Donc, j'espère qu'on a pu répondre... Voilà, a priori c'est bon. Et puis une remarque aussi on a quelqu'un parmi nous qui est tabacologue, donc ça c'est une très bonne chose, et qui nous disait que le sevrage tabagique se réalise en fonction des souhaits du fumeur. Effectivement, c'est bien l'intérêt d'aller voir un spécialiste, quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet, puisqu'il va y avoir un accompagnement personnalisé et qui se fera en fonction
de ce que la personne souhaite faire et en fonction de son cadre de vie. Donc, merci pour ça. Et d'ailleurs, si cette personne peut nous dire où est-ce qu'on peut trouver des adresses de tabacologue, moi, je serais assez intéressée parce que quelquefois, on aime bien en donner à nos salariés. Et voilà, donc, si vous pouvez nous donner des liens, ça serait pas mal. Donc, Merci, Clémence. je t'en prie. Alors, on va continuer sur la question du stress, qui peut être aussi lié à un manque de sommeil ou créer un manque de sommeil. Le stress est déclenché par différents facteurs extérieurs qui sont complètement indépendants de notre volonté et difficiles à maîtriser. Ils sont extrêmement subjectifs et il est différent d'une personne à une autre. On s'est aperçu aussi que d'un point de vue physiologique, il y avait une corrélation entre le stress et les maladies cardiovasculaires, puisque cet état stimule la production de globules blancs, forme des plaques dans les artères, et c'est exactement le même schéma qu'on vous a présenté au début, resserre les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent le cœur, et ensuite s'en suivent les risques d'accidents cardiovasculaires. Comment faire pour agir sur ce stress? Alors, par rapport à son mode de vie, on peut essayer de le diminuer en agissant sur les facteurs de risque qu'on a déjà évoqués en amont. Donc, l'arrêt du tabac, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un bon sommeil, qui vont pouvoir vous aider à réguler ce stress. Et du coup, on est dans un cercle vertueux. Vous régulez votre stress, vous êtes moins stressé, vous diminuez le tabac, vous avez une meilleure alimentation et tout ça permet une meilleure hygiène de vie. Ça, on l'a beaucoup évoqué. Surtout, évitez de vous isoler. N'hésitez pas à en parler à des personnes de référence, que ça soit dans votre entourage proche ou au travail. Normalement, au travail, vous avez des responsables ou des personnes à qui vous pouvez vous référer par rapport à des situations qui peuvent être complexes. N'hésitez pas à aller voir ces gens-là. Il est important aussi de bien se déconnecter du travail. Je vous rappelle qu'il y a un article de loi qui fait partie du Code du travail qui est le droit à la déconnexion. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé de répondre au téléphone, de continuer à envoyer des mails sur votre ordinateur et on vous incite justement à couper tous ces outils au retour du travail. Donc, un point de vigilance important par rapport justement au télétravail parce que quelquefois, les limites sont un petit peu difficiles à bien définir. Quand vous êtes en télétravail, donnez-vous des règles et respectez-les. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin et il ne faut pas que ça dure jusqu'à pas d'heure. En télétravail, souvent, on a tendance à être beaucoup plus efficace et à en faire beaucoup plus, mais il faut qu'il y ait un moment donné où vous puissiez vous poser parce que sinon, vous allez vous épuiser et vous stresser. Ayez des soupapes anti-stress, comme ce qu'on vient de voir, donc l'activité de loisir, le sport, s'accorder du temps pour soi, aller voir ses amis, voilà, faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Et attention aux faux amis qui sont alcool, cigarettes, drogue et médicaments, puisque au départ, on a l'impression que ça soulage et puis à la fin, on est beaucoup plus dépendant et ça fait un peu un effet boomerang en fait. Plus on a l'impression d'être soulagé, plus on va en consommer et plus on en consomme et moins c'est bon pour votre santé. Alors, juste avant de conclure, on voulait vous transmettre quelques adresses et liens utiles. D'abord, pour les entreprises, il existe le programme national nutrition santé, dont l'objectif est d'engager les chefs d'établissement à développer des actions de nutrition santé au profit des salariés de leur entreprise. Alors, ça s'adresse particulièrement aux établissements ou administrations de plus de 50 salariés ou qui appartiennent à une entité de plus grande dimension. L'intérêt, c'est d'agir sur la nutrition et qui est un très bon moyen de contribuer au bien-être au travail et à la prévention de toutes les pathologies qu'on a énumérées pendant ce webinaire et donc une réduction de l'absentéisme. L'autre chose, c'est de vous adresser à votre service de prévention de santé au travail, donc nous, la METIF, justement pour ce genre de webinaire ou alors des sensibilisations dans vos entreprises. Et ça s'adresse à n'importe quelle entreprise, quel que soit le nombre de salariés. Et puis, pour les salariés, eh bien, on vous invite à aller consulter l'association de patients Alliance du Cœur, la Fédération française de cardiologie,
le site Tabac Info Service, Santé publique France, Manger Bouger. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions aux professionnels qui sont autour de vous, donc vos médecins, votre pharmacien et votre médecin du travail ou infirmière en santé du travail. Voilà, donc en conclusion, je vous rappelle que ces maladies sont la deuxième cause de mortalité en France après les cancers et la première cause de décès chez les femmes. Avec une bonne hygiène de vie, il est possible de les éviter et de les prévenir en adoptant des habitudes de vie et des routines quotidiennes qui sont favorables à votre santé et pour vous permettre de vivre en forme le plus longtemps possible. Voilà, on vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Alors, j'ai une réponse concernant les tabacologues sur le site Tabac Info Service, mais il n'est pas forcément à jour. Bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette information. Et on peut aussi passer un DU de tabacologue. Très bien. Écoutez, parfait. C'est une bonne idée. Effectivement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Alors, ce webinaire, vous pouvez aussi le revoir, hein, ce que vous a dit Thomas tout à l'heure. N'hésitez pas à le proposer à vos salariés ou à vos collègues à un autre moment de la journée. Vous pouvez tout à fait le retrouver sur notre site ametif.fr. Merci à vous pour votre attention, en tout cas. Puis, on reste quelques secondes, du coup, pour voir s'il y a des questions. Non, je vois pas de... Bon, merci à vous. Si, j'ai une question. Où trouver une communication à destination des salariés par rapport à l'ensemble du webinaire? Donc, en format papier, il n'existe rien actuellement. Après, sur tous les sites qu'on a énumérés, vous pourrez aussi retrouver des fascicules que vous pouvez commander ou imprimer. Sinon, nous, à notre niveau, on a aussi les fiches info conseils, mais qui regroupent qui sont liées à une thématique en particulier. Donc, quand les salariés viennent dans nos services, on peut leur en donner. Et sinon, je pense que vous pouvez les retrouver aussi sur le site de l'Ametif. Voilà, vous pouvez retrouver aussi différents documents sur les sites dont ma collègue vous a parlé, Manger Bouger, Santé publique. Il y a des fiches qui sont assez bien faites que vous pouvez remettre à vos salariés sur les thèmes de l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de vie en général. Parfait, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.